Aujourd'hui, on commence notre épopée vers l'orchestration de conteneurs. Donc, durant la première partie du cours, on a travaillé sur la technologie de conteneur. Donc, le principe de prendre une application donnée, puis d'être capable de faire abstraction du système sous-jacent pour être capable de se créer comme une espèce de bloc monolithique en les images qui était capable de être automatiquement déployé sur n'importe quel système qui était capable de supporter cette technologie de conteneur. Donc, on avait vu comme technologie de conteneur, la seule qui est la plus répandue, la pas mal seule utilisée en ce moment. Là. Il y en a certaines autres qui essayent de sortir, mais c'est pas mal juste Docker qui prend toute la place en ce moment pour être capable d'avoir des images qui vont être exécutées dans un conteneur. Donc, on avait vu le principe de j'ai un fichier, un Dockerfile, qui me permet de décrire qu'est-ce que je veux avoir. Ce Dockerfile-là, on pouvait le builder, faire une construction d'une image qui va comme rouler le setup, préparer notre affaire, puis me donner une espèce de bloc binaire monolithique qui permet ensuite d'être exécuté par notre Docker Engine à l'intérieur d'un conteneur. Donc, quand on avait vu ça, il y avait des questions qui avaient été soulevées sur OK, mais comme qu'est-ce qui arrive si comme il faut que j'update mon application? OK, comment est-ce que je vais marcher ça? Qu'est-ce qui arrive s'il faut que je roule 3 conteneurs en même temps? Puis il faut que je sépare comme les informations, tous ces genres de problématiques-là où j'ai besoin d'avoir des conteneurs de différentes versions, de différentes tailles, OK, à différents endroits, aussi qui ont différentes connexions. Donc, toutes ces questions-là, c'est pas des questions que la technologie de Docker elle-même est capable de répondre. Il nous faut rajouter un niveau de plus qui va être l'orchestration de conteneurs. Donc, pour l'orchestration de conteneurs, encore une fois, il existe certaines technologies, OK, donc il y en a quelques-unes, mais celle-là qui est reconnue par tous, que tout le monde utilise, que tu pourrais juste parler de ça, puis il n'y a pas personne qui va jamais t'en vouloir, c'est Kubernetes, OK, ou Cubes pour ses chummies de fin de semaine. Donc, Kubernetes, ça veut être une technologie d'orchestration de conteneurs, puis plus spécifiquement, puisque la seule grosse technologie de conteneurs, c'est Docker, ça va être capable de prendre des images de Docker, puis être capable de gérer ça d'une manière de plus haut niveau. OK? Donc, à la place d'être capable de rouler un ou quelques conteneurs, avec ce qu'on avait vu avec le Docker Compose, on va être capable de rouler une panoplie de conteneurs avec différents services, des interconnexions, des roulements pour les mises à jour, okay, des déploiements de plusieurs niveaux de réplication. Tous ces éléments-là, c'est des choses que Kubernetes va être capable de faire. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est regarder un peu les termes fondamentaux pour nous permettre d'utiliser cette technologie-là. Puis on va faire une petite série de tutoriels pour être capable de voir à quoi ça ressemble l'interface. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une exploration de qu'est-ce que c'est supposé de faire. Donc sit back and enjoy the show, comme on dit. Fait que la première chose qu'on va se demander, c'est comment est-ce que ça marche les technologies de conteneurs. Donc rappel rapide, donc on avait le principe de, on avait des environnements virtualisés, mais si on voulait avoir quelque chose d'un petit peu plus efficace, on pouvait avoir une technologie de conteneur qui allait me permettre d'isoler quand même les applications, puis qui va être capable de les rouler plus facilement, puis avec plus de vitesse que de la virtualisation peut. Le principe de Kubernetes, ça va être d'ajouter à ça les éléments suivants. Donc ici, si on regarde, là, les containers, ça nous permet de faire un paquet de choses qu'on a tout vu dans notre première partie sur les conteneurs. Quand nous autres, on veut rajouter Kubernetes, c'est quoi les ajouts que ça nous permet de faire? Donc, premièrement, ça va nous permettre de mieux comprendre la gestion de services, puis aussi de balancement de charge. Donc, Kubernetes va être capable de prendre un conteneur ou une série de conteneurs
et le cacher derrière une entité avec un nom de DNS, puis sa propre adresse IP. Puis en plus de ça, Kubernetes va être capable de faire de l'équilibrage de charge où je peux avoir différents conteneurs qui sont peut-être même sur différents systèmes, puis qui va être capable de déployer la requête pour faire en sorte que un seul conteneur ne soit pas débordé. On a la gestion de données qui vient avec. Donc, on va être capable aussi, donc on avait vu le principe de, avec Docker des volumes, mais quand j'ai des solutions plus complexes que ça. Donc, d'être capable de, bon, c'est sûr que si c'est 10, ça va bien, mais si j'ai besoin d'aller chercher, admettons, du storage qui vient de l'info nuagique, puis d'être capable de lier ça à mes différents services, Kubernetes va être capable de faire ça. On va être capable de travailler sur la persistance puis les versionnages d'applications. Donc, on va être capable de dire, OK, j'ai une nouvelle version de mon application, je veux pas que j'aille du downtime. Comment est-ce que je suis capable de faire ça? Ben, Kubernetes a des systèmes intégrés où c'est que, bon, mon premier élément, mon premier conteneur, ultimement, va être capable de rouler avec l'ancienne version. Là, j'ai la nouvelle version qui arrive, ben, je vais pouvoir créer un nouveau conteneur. Les deux vont rouler en même temps pendant un instant. On va juste faire bifurquer toutes les données vers la nouvelle version. Là, on va voir que tout est beau, puis pendant ce temps-là, on va pouvoir faire descendre l'ancienne version, puis à ce moment-là, juste la nouvelle version existe. Puis non seulement ça, on va pas détruire nécessairement immédiatement l'ancienne version. Fait que ça veut dire que pendant que la deuxième commence à rouler, là, on voit qu'il y a plein d'erreurs, ça marche pas, on va être capable de dire, OK, ben, on va remonter l'ancienne, puis on va refaire basculer les informations pour refaire descendre la nouvelle version qui est en fin de compte non fonctionnelle. Donc, le principe de l'automatisation pour être capable de la gestion de des roll-out puis des roll-back me permet d'avoir une beaucoup plus grande stabilité sur mes applications au bout. Ici, on est capable de faire travailler sur plusieurs systèmes en même temps. Donc, un des principes de Kubernetes, c'est que contrairement à Docker, où c'est que Docker comme roule sur une machine en tant que runtime, puis là tu roules des containers sur cet élément-là, on va voir que Kubernetes est fait pour être distribué. Donc, on peut être sur différents systèmes avec différentes capacités d'exploitation, différentes capacités de stockage, différentes capacités de mémoire, puis le contrôleur qui va être capable de dispatcher le DJ de la place, le majordome, le chef d'orchestre, puisque c'est quand même l'orchestration, le chef d'orchestre, le contrôleur, il va être capable de dire voici ce qu'on a besoin, donc ça peut aller là-bas, ça peut aller là-bas, ça peut aller là-bas, puis ça va être déployé avec les ressources qu'on a besoin. Avec Docker, on ne pouvait pas dire j'ai besoin de tant de mémoire. Tu étais comme, ben, tu es sur le système, là, tu partages avec le reste, là, good luck. On a aussi des meilleures capacités pour le monitoring. Donc, est capable de détecter quand il y a des problèmes avec un conteneur, d'une image quelconque. Il est trop loadé, il n'arrête pas de crasher, pour être capable de dire, OK, ben cette version-là, en ce moment, sur ce serveur-là, est peut-être plus bonne, on va comme essayer de la déployer sur d'autres, ou en tout cas, on va essayer de rediriger le trafic. Puis, tout ça me permet aussi de travailler avec des secrets qui vont pouvoir être utilisés pour le déploiement des différentes images. Fait que ça, c'est pas mal comment ça va se passer. On va aller regarder un peu à quoi ça peut ressembler quand on travaille avec. Fait que là, le principe fondamental, on va aller regarder ici, puis on va aller regarder le principe fondamental d'un cluster. Donc, quand on travaille avec Kubernetes, on a le principe que on contrôle ce qu'on appelle un Kubernetes cluster.
Donc, le principe d'un cluster, c'est l'amalgame de choses qu'on est en train de contrôler en ce moment. Ça veut dire que, par défaut, dans sa configuration fondamentale, Kubernetes est fait pour rouler sur plus qu'une machine en même temps. Comment est-ce que ça va marcher? Bien, on va avoir différents éléments à l'intérieur de ce cluster-là. Il y a deux éléments principaux. Donc, on va avoir le node, donc le nœud du cluster, qui va être capable d'être en fait un environnement d'exécution. Donc, habituellement, une des machines. Donc, ici, Michael dit que c'est comme le vSphere des conteneurs. Oui, exactement. C'est la patente qui est capable de tout contrôler. C'est ça le principe. Donc, on a différentes machines, différents nodes, qui est capable d'être un ordinateur quelconque qui a une application qui roule. Donc, pour gérer Kubernetes, de la même manière que tu peux tailler Docker sur les différents ordi pour être capable d'avoir le Docker Engine. Puis après ça, on va avoir un emplacement qui va être le master, qui va rouler une application spéciale, qui va être capable d'envoyer les différentes configurations, les différentes commandes pour faire agir les différents nœuds à l'intérieur. Donc, nous, dans notre cas spécifique, on va avoir un environnement où notre ordinateur va être le master, puis le node, on va utiliser une application qui va partir une machine virtuelle pour être capable de simuler, d'avoir un node. Ultimement, je vais voir si dans la partie d'info nuagique, on peut comme faire un petit bridge entre les deux là, pour regarder, parce que quand on avait regardé sur Azure, quand on a regardé sur AWS, les deux ont des possibilités de travailler avec des Kubernetes clusters. Fait qu'on serait capable de, à la place d'avoir juste un environnement virtuel virtualisé sur ton ordinateur, d'avoir le vrai cluster avec plusieurs nodes, où c'est qu'on peut commencer à faire des choses possiblement de plus grande envergure. Fait que le principe, c'est qu'un node, c'est quelque chose qui va être capable de communiquer avec le master, puis qui va être capable de faire du travail. Parfait. Donc, nous, pour être capable de travailler dans cet environnement-là, je vais vous demander, il va falloir installer Kubernetes, il va falloir installer aussi une deuxième application qui s'appelle Minikube. Donc, Minikube, qu'est-ce que ça me permet de faire? C'est d'avoir un environnement qui va automatiquement partir une machine virtuelle, puis qui va être capable d'avoir un node disponible dans Kubernetes. Fait que, si vous allez ici, vous allez quand même pouvoir suivre parce que il y a un environnement interactif qui est fourni là, par une gentille compagnie là, qui s'appelle Katacoda, qui va nous permettre de le faire à l'intérieur du browser. Fait que si je vous envoie le lien en même temps, vous allez pouvoir suivre en même temps les différents tutoriels d'aujourd'hui pour voir les commandes, voir comment ça marche derrière. Fait que le principe, c'est on va avoir un cluster avec juste un node, puis dans le node, on va faire rouler une image. Donc ici, dans la nomenclature de Kubernetes, puisque ça veut essayer d'être agnostique de la technologie de container, on va voir qu'on ne va pas parler de Docker spécifiquement, puis on ne va pas parler directement non plus de container. Ça va être... on va pas parler de Docker spécifiquement. Donc on va quand même parler d'image, mais le mot Docker ne sera pas nécessairement utilisé. Fait qu'on veut se créer une affaire qui va rouler un serveur Nginx. Il me semble que c'était Nginx qu'on avait vu dans le moment. Fait que le but ici, c'est que c'est un serveur web qui va être capable de juste faire un reflet de toutes les requêtes que je pourrais y envoyer. Parfait. Fait que on va s'ouvrir ici un gentil terminal. Je l'ai-tu déjà parti? Ouais, fait
juste pour vous montrer la partie qui vient avec. Donc, vous pouvez cliquer sur le Launch Terminal qui va vous créer un environnement dans le cloud dans lequel vous allez pouvoir commencer à travailler puis faire les mêmes commandes que je suis en train de faire dans mon invite de commande. Mais vous n'aurez pas besoin de l'installer aujourd'hui, mais je vais vous demander de l'installer pour bien voir que ça fonctionne sur vos ordinateurs personnels, pas juste sur un fausse interface qui roule quelque part in the cloud. Fait que on va commencer avec notre Minikube Stack. Fait que ça ici, comme je l'ai dit, c'est un environnement qui me permet de créer une machine virtuelle qui va partir la machine virtuelle, la faire rouler, puis va installer le logiciel qui me permet de faire la gestion de Kubernetes dessus. Fait que on peut voir ici que c'est en train de partir à partir d'une image qui utilise Kubernetes, puis qui utilise Docker en dessous de ça. Fait que c'est en train de partir une machine virtuelle pour être capable de faire tout ça. Pour l'instant, je peux peut-être fermer tout, j'en ai pas besoin. Fait que on laisse partir ça. Excellent. Donc, si on regarde ici, Minikube status. Fait que je peux voir ici que ce qu'on appelle le kubelet, c'est qu'est-ce qui roule dans le node, c'est l'application, comme un peu le Docker Engine, qui roule sur un autre ordi, qui va être capable de recevoir des commandes, puis être capable de gérer ce qu'on a besoin de faire. Pour s'aider ici, on va aussi partir ce qu'on appelle le dashboard, qui va être juste une page web qui va me permettre de voir des informations sur mon environnement de Kubernetes. Donc ça, c'est fourni avec Minikube. Ça me permet de voir ici, bon, j'ai un environnement de Kubernetes. Qu'est-ce qu'il y a comme information à l'intérieur de ça? Et il y a... Bon, ça fait un petit bout que je l'ai créé, moi, ici. Celui-là ici. Puis, à l'intérieur de celui-là, on a en ce moment aucun élément important à travailler avec. Fait que le principe ici, c'est qu'on va regarder au fur et à mesure qu'on avance dans notre projet pour essayer de voir qu'est-ce qui va se passer sur cet élément-là. Parfait. Fait que le principe fondamental, donc quand on travaillait sur Docker, quand on voulait exécuter quelque chose, qu'est-ce qu'on avait? On avait des containers. Donc on avait une image, puis l'image était comme envoyée à un processus d'exécution qu'on appelait un conteneur. Quand on travaille sur Kubernetes, c'est pas directement le conteneur qui est l'élément de base. L'élément de base, c'est le pod. Donc, le pod, c'est quelque chose qui va regrouper un ou plusieurs conteneurs. Puis, en fait, c'est comme une unité d'exécution. Donc, la plus petite affaire que tu peux avoir sur Kubernetes, c'est ce qu'on appelle un pod. Fait que dans le tutoriel qu'on va faire, puis la majorité du temps, le pod va contenir un seul conteneur. Donc le principe, c'est que on a notre engin Docker, puis à l'intérieur on a l'image. Quand on a l'image, on est capable de faire un conteneur qui est exécuté. Ben, si on met juste une couche de plus par-dessus, puis on appelle ça un pod, on est capable de travailler avec ça sous Kubernetes. Donc, ce qu'on va créer, c'est ce qu'on appelle un déploiement. Donc, un déploiement, c'est en fait une requête à mon système de dire, voici une nouvelle chose que je veux déployer, voici la configuration que je veux que ça aille, essaye de faire en sorte que ça ressemble à ça. Donc, ici, on va avoir la commande kubectl pour Kubernetes Control.
Fait que là, ici, le principe, c'est que je suis sur... Attends, ici, on va s'ouvrir un autre petit tab. Je suis sur mon ordinateur qui est le master, hein, donc qui va être capable de contrôler mes différents nodes. Puis j'ai un environnement virtuel qui est mon node qui roule, ok, une application qui s'appelle le Kubelet qui va permettre de recevoir les différentes commandes. Fait que là, ici, je peux y aller puis dire Create Deployment. Ben, en fait, on va juste le copier puis on va le regarder ensemble après. Donne-moi ça. Fait que si on regarde ici, bon, on a le Create. OK? Donc, un peu, tu sais, je fais CTRL-C, là, on sort de là, on ne regarde pas qu'est-ce que ça donne. Si je veux juste marquer kubectl tout seul, c'est comme Docker ici. Hein? Donc, le principe ici, c'est que kubectl, OK, ça me permet de contrôler un des clusters. Puis à partir de là, j'ai d'autres sous-commandes qui ont besoin de d'autres sous-sous-commandes, puis qui ont besoin d'informations pour être capable de travailler. Donc, c'est le même principe que Docker, c'est que je vais envoyer des commandes avec un paquet d'options, puis ça va faire des choses derrière. Donc, nous autres, qu'est-ce qu'on veut exécuter avec ça? Wow, je veux reprendre ça ici. On a ici notre Create Deployment. Okay? Donc, on veut créer quelque chose de nouveau, puis on va voir qu'il y a différentes choses qu'on peut créer, là, que ce soit des réseaux, des services, des déploiements. On y donne un nom. Okay? Donc, on l'appelle Hello Node. Puis, à partir de là, on spécifie l'image. Okay? Donc, un peu comme qu'est-ce qu'on faisait avec Docker, on veut spécifier l'image qui va être utilisée. Ici, ça utilise une image qui vient d'un autre container repository que le Docker Hub. Donc, on peut voir ici que ça utilise le Kubernetes gcr.io, puis ça dit le Echo Server version 1.4. Cool. Fait que, on va essayer de déployer ça. Donc, le principe ici, encore une fois, il faut faire attention quand je fais un déploiement, c'est une requête pour que ça fonctionne. Donc, contrairement à Docker, où c'est que quand je fais run, c'est comme ça run right now. Le déploiement, c'est voici la liste de jobs que tu as à faire, essaye d'y arriver le plus vite possible. Fait qu'à partir de là, le cluster va se demander est-ce que j'ai assez de ressources, est-ce que je suis capable de faire ça, est-ce que j'ai l'image, est-ce que je la télécharge, ok, quel node pourrait faire ça à ma place, ok, toi tu es disponible, fait que toi commence à essayer de rouler ce conteneur-là. Donc c'est beaucoup plus asynchrone que qu'est-ce qu'on avait avec Docker, hein, parce que c'est de l'orchestration, c'est des choses qui peuvent aller mal, c'est des choses, donc quand j'ai dit le déploiement, c'est pas « voici ça roule », c'est « j'ai besoin que ça roule à une place quelque part, fais-le un moment donné ». Fait qu'à partir de là, je peux aller chercher les informations, ok, par rapport à qu'est-ce que j'ai dit. Donc, si je regarde ici, j'ai kubectl encore une fois. Là, j'ai utilisé la commande get. Donc, la commande get, c'est pour aller chercher des informations de différentes parties de mon cluster. Fait que là, j'ai été voir, OK, ben, dis-moi, c'est quoi les déploiements que tu as en ce moment. Fait qu'on peut voir ici qu'en ce moment, dans les déploiements, il y en a un qui s'appelle Hello Node. Puis je peux voir que c'est fait pour qu'il y en ait possiblement plus qu'un, ou en tout cas, la réplication, OK, le dédoublement, c'est comme à l'intérieur de Kubernetes. Fait qu'on peut voir ici que j'en ai un de 1. Hein, si j'aurais tout de suite fait Kube Get Development, tout de suite après le Create, ça aurait marqué 0 de 1. Hein, parce qu'il savait qu'il était supposé en avoir un, mais il n'était pas encore prêt. Fait que maintenant, il est à 1 de 1. Il y en a un qui est fonctionnel. Ça fait 71 secondes que ça se passe de même. Si on va chercher le principe des pods, hein, donc on se disait le pod, c'est le plus petit élément possible qui vient quand on travaille avec Kubernetes. Fait que c'est là que roule notre conteneur. Bien, on peut voir ici qu'on a le conteneur Hello Node, puis
okay, un string d'identification quelconque. Parce que le principe, c'est que le déploiement, c'est lui qui a le nom Hello Node. Mais si j'avais demandé d'en avoir 4-5 ou si j'avais demandé qu'il y avait plusieurs pods à l'intérieur de ça, ben, il aurait tout fallu qu'il y ait un nom différent. Donc, dans les pods, on a le nom suivi d'une identification quelconque. Puis on peut voir qu'en ce moment, c'est aussi running. Je peux voir aussi, si ça a planté, ça va automatiquement essayer de le repartir. OK, fait que ça va me dire ici le nombre de restart qu'on aurait pu avoir par rapport à ce pod-là spécifique. On a d'autres éléments qu'on peut aller regarder. Là. Fait qu'ici, il nous fait voir les events. Fait que, on va prendre ensemble. Fait que dans les events, on peut voir, il y a 9 minutes. OK? Il y a eu l'ajout d'un node. Okay, donc on peut voir Registered Node. Ça, c'est parce que on a Minikube qui a parti ma VM avec le node dessus. Fait que ça a été rajouté dans la liste sur le cluster de disponible. Il y a 3 minutes 23 secondes. J'ai un nouveau, ce qu'il appelle un replica set. Là. Donc ici, j'ai les informations qui viennent avec le déploiement qui s'est rajouté. Puis à partir de là, on a le pod qui a été activé, okay, à partir d'une image spécifique. Puis je peux voir que ça s'est bien déployé normalement. On est beau. Tout est fonctionnel. Si on regarde la configuration courante, je peux voir ici par rapport à comment est-ce que mon cluster est en train de travailler. Fait qu'en ce moment, mon cluster, il est sur le localhost, hein, parce que je suis en train de travailler sur une machine virtuelle. On a juste ouvert un port, puis c'est comme ça qu'on est en train de communiquer avec. Puis on peut voir ici que c'est un cluster de type Minikube qui est en train de rouler. Donc, ici, le principe, c'est que le cluster, en ce moment, c'est un environnement virtuel. Okay? Donc, c'est une virtualisation d'un ordinateur. Mais si j'avais décidé de travailler, mettons, sur Azure ou sur AWS ou sur une autre architecture manuelle, les commandes que je suis en train de rentrer ne changeraient pas. OK? C'est juste qu'à la place d'être roulé dans une machine virtuelle, la commande sera envoyée sur un autre ordi, puis c'est l'autre ordi qui exécuterait ça correctement. Donc, le principe de Kubernetes, c'est vraiment le principe d'orchestration. Je n'ai pas besoin de travailler, okay, puis je n'ai pas besoin de me connecter sur la machine à distance pour être capable de commencer à faire des choses. Moi, je suis sur mon ordi, je tape les commandes sur mon ordi, puis ces commandes-là sont dispatchées pour être capable de faire la bonne chose correctement. Fait que pour être capable de travailler avec le pod, hein, donc on a notre premier élément, on a le pod, il faut être capable de communiquer avec. Par défaut, c'est dans son propre réseau privé à l'interne de Kubernetes. Fait que là, il ne faut pas oublier là, que comme on a comme deux couches là, de réseau à traverser, là, parce que je suis sur mon ordinateur local. Mon ordinateur local est en train de rouler un environnement de virtualisation. Puis cet environnement-là a sa propre adresse. Puis à l'intérieur de l'environnement de virtualisation, j'ai mon kubelet qui roule les affaires de Kubernetes. Puis ce service-là a ses propres adresses IP privées. Fait qu'il va falloir passer comme à travers deux couches de réseau pour être capable de se rendre. Donc, mais la première chose, ça va être de dire, OK, ben, je veux être capable de dire à ce pod-là, qui est en train de rouler, mais qui fait rien de spécial, je veux avoir accès à tes ports. Okay? Donc, je veux être capable de dire, hey, je veux être capable de te jaser sur le port 8080. Ici, on a donc encore une fois le kubectl. Hein, donc quand on avait create, là, on dit expose. Fait que dans le deployment de Hello Node, je veux exposer des ports. Okay? Je veux le port 8080. Puis après ça, il va falloir utiliser le type de gestion de cet exposure-là. Donc,
le type load balancer, ça va tout simplement faire en sorte que si j'ai plusieurs pods à l'intérieur, ça va juste distribuer la charge au besoin. Fait que, on roule ça. Donc, on peut voir ici que j'ai maintenant le service Hello Node qui est considéré comme étant exposé. Donc, si je vais voir le résultat de ça, je peux voir ici, j'ai en ce moment, bon, j'en ai un qui est le cluster IP, okay, qui est juste toujours là. J'ai pas, c'est en gros comment je suis capable de communiquer à l'intérieur pour être capable de travailler avec. Fait que ça, c'est juste toujours là. Puis, je peux voir que j'ai mon deuxième ici qui est le type load balancer, qui est le Hello Node, puis qui s'est attitré, OK, un IP interne, puis que lui, il y a une configuration de son port qui est gérée automatiquement. Là, ici, comme je vous l'ai dit, habituellement, si j'étais sur comme un ordinateur qui était connecté à un vrai cluster, je serais capable d'accéder à cette adresse IP-là, okay, à travers l'adresse IP de l'ordinateur. Là, puisque je suis en train de travailler avec un environnement virtuel, il faut comme que je punch through ma virtualisation pour être capable d'aller chercher les informations. Fait que, on va ici rouler une commande de plus qui va prendre cette information-là, puis va me donner une adresse que je vais pouvoir accéder de mon ordinateur personnel. C'est pas ça que je veux ça ici. Fait que ici, on a le principe que ça me dit « Hey, j'ai vu qu'il y avait le service Hello Node qui existait, qui était sur le port 30.858 de l'adresse que mon environnement virtuel s'est donné, que ma virtualisation s'est donnée. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te faire un tunnel. Si tu t'en vas à ton adresse locale, à ce port-là, ça va aller dans ta virtualisation à cette adresse-là, qui va communiquer avec le bon port de mon application. Puis à partir de là, j'ai maintenant l'application que j'ai roulée tantôt, qui était le Echo de Nginx. Donc, en gros, ça fait juste me retourner ma requête que j'ai envoyée. Fait que je peux voir ici que c'est une commande get avec le path. Si j'envoie le path avec des autres choses, je peux voir ici que ça fait juste retourner les informations qu'on avait. Si j'envoie d'autres choses, des choses de même, je peux voir le query qui est ici. Donc, toutes les informations sont disponibles. Ça, c'est juste l'application qui est installée dans le pod. Là, mais en gros, on a réussi à avoir Kubernetes sur notre ordi, avoir Minikube qui me fait rouler une machine virtuelle pour être capable d'avoir un node dans mon cluster. Il y en a juste un en ce moment. De communiquer à ce node-là, puis de dire « Hey, je vais avoir une application qui roule là-dessus, qui est juste un refléteur de requête HTTP. » On a réussi à dire Fait que là, ça l'a créé le pod, ça l'a fait exécuter, mais à ce point-là, il était inaccessible parce qu'il était juste dans l'environnement fermé, privé de Kubernetes par défaut. Fait qu'il a fallu dire, OK, ben ce pod-là, ce déploiement-là, je vais être capable d'y accéder de l'extérieur. Fait que je veux que tu exposes un des ports pour que je puisse l'utiliser. Puis là, puisqu'on est dans un environnement virtuel, il a fallu faire un autre punch au travers en utilisant ici les outils de Minikube pour être capable de dire, ben je m'envoie à cette adresse-là à partir de cette adresse-là. Fait que ça me permet de voir qu'est-ce qui est disponible. Si on regarde sur notre dashboard, on peut voir à ce point-là qu'on a effectivement un pod, qui est le pod qu'on avait tantôt. Calm down. Puis à l'intérieur, on a aussi quelque part... Peux-tu voir les services? Ouais. Fait que je peux voir le service de Hello Node que j'ai fait travailler sur le port 8080. Donc, en gros, les mêmes informations que j'ai ajoutées tantôt.
on peut voir qu'on peut les avoir de manière dynamique à l'intérieur du dashboard de Minikube. Parfait. Je pense que c'est pas mal ça que je voulais avoir. Donc, il y a des add-ons qu'on peut avoir à Minikube, mais ce n'est pas des choses qui sont ultra intéressantes. La dernière chose qu'on va regarder pour juste ce premier tutoriel-là, c'est le principe de « OK, comment je fais pour arrêter mes affaires? » Donc, on a créé deux choses en ce moment. On a créé un service qui me permettait de travailler avec la partie réseautique de la chose, puis on a créé un déploiement qui me permettait de dire « OK, ben, je veux un pod qui s'exécute avec telle image dessus. » Donc, pour être capable de arrêter ces différentes affaires-là, il faut que je délite ces deux éléments-là de mon cluster. Donc, je peux faire kubectl delete, j'enlève un service qui s'appelle HelloNode, puis à ce point-là, si je refais mon kubectl get services, je peux voir que je suis juste avec le cluster IP qui est comme la version de communiquer les commandes. Si après ça, je fais mon kubectl delete deployment de HelloNode, ben, à ce point-là, c'est là qu'on va voir qu'il y avait un pod, ok, il est en train de se faire enlever, puis il vient de disparaître. Mais on peut voir encore une fois que c'est des choses qui ne sont pas nécessairement instantanées. On peut voir que moi, j'ai envoyé la commande, ça m'a tout de suite redonné le contrôle. À partir de là, le cluster sait qu'il n'est plus supposé avoir de déploiement, fait qu'il va gracefully shut down le container, le pod, puis après ça, le déploiement au complet, une fois qu'on a terminé. Fait que là, à ce point-là, si je regarde les pods, il n'y en a pas. Si je regarde les déploiements, il n'y en a pas. Si je regarde les services, ok, il y a juste le service par défaut. Fait que Adam demande, c'est quoi la différence entre le service et le déploiement? Fait que le principe du déploiement, c'est qu'est-ce que nous, on reconnaît plus comme étant une unité d'exécution. Hein? Donc, le déploiement, ça va dire, voici telle affaire, voici où c'est qu'il faut que ça roule, voici il y en a combien qu'il faut qu'il roule, gère ça. Donc, le déploiement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'il s'exécute. Le service, c'est la partie réseautique qui vient avec ça. Donc, le service va me permettre de dire, OK, ben j'ai besoin d'exposer telle part, j'ai besoin d'avoir une communication entre tel et tel élément. Donc, les services, tu peux voir ça comme la partie réseautique. Le déploiement, tu peux voir ça comme la partie d'exécution, comme la partie compute, là, si on parle en termes d'info nuagique. Fait que c'est comme ça la différence entre les deux. Donc, tu peux commencer avec un ou l'autre, mais il faut qu'il y ait le même nom pour que ça soit fonctionnel. Fait qu'on va regarder ensemble dans les tutoriels de Kubernetes, okay, les Kubernetes Basics, qui va nous passer à travers 6 étapes fondamentales, okay, où c'est qu'on va voir toutes les features centraux de Kubernetes. Donc, on va parler du cluster, on va déployer une application, c'est un peu ce qu'on avait vu tantôt. On va explorer, voir comment ça marche avec le cluster, le node. On va pouvoir exposer l'application comme un peu on avait fait tantôt. Puis finalement, on va voir comment est-ce qu'on peut commencer à parler d'évolutivité, hein, de scaling, puis aussi de mise à jour en temps réel. Et là, KubeCon, hein, tout est nice là. Donc, on va utiliser Minikube encore une fois pour créer un cluster. On a encore le principe de tantôt. Donc, on peut ici commencer ici le Interactive Tutorial. Puis ça va nous permettre encore une fois d'utiliser un environnement externe pour être capable de travailler avec nos commandes. Un peu comme le concept de l'unité virtuelle, qu'on a un routeur. Vous avez une unité virtuelle, mais comme plusieurs derrière. Cet environnement-là, j'ai Michael qui demande une question. Mais comme tu dis, dans une maison, il y a plusieurs personnes, c'est juste que comme la maison, c'est comme un tâche. Donc, on a le Minikube. Puis, donc, ici, vous pouvez le faire en même temps, là. Hein, puis, vous pouvez même, si on se sent vraiment lâche, là, tu peux même cliquer sur la chose pour que ça le fasse à ta place. Puis, on devrait être correct. Oui, Michael. Fait qu'un cluster, c'est
une agglomération de nodes, okay? Donc une agglomération d'éléments physiques qui peuvent exécuter des choses, puis un master qui est capable de contrôler ces éléments-là. Donc, ça peut être différents ordinateurs qui ne sont pas nécessairement sur le même réseau, ça peut être plein d'affaires. Le principe ici, c'est qu'il y a un lien de communication entre le master et différents nodes, puis ça fait le cluster. Est-ce que c'est... Oui, mais tu sais, c'est pas un concept d'IP en tant que tel. C'est juste de dire, tu fais partie du node. Exact. Mais le principe, c'est que les nodes, tu peux en avoir un qui roule sur ton ordi, un qui roule sur un serveur, un qui roule dans le cloud, un qui roule dans un autre data center, puis tant que tout le monde sait c'est qui le master, puis qu'ils sont capables de prendre des commandes de ce master-là, ils font pas toutes partie du même cluster. Alright, fait que ici on a parti le minikube, ok, on est prête. Par défaut, minikube configure kubectl. Okay? Donc, le principe ici, c'est que kubectl, c'est justement qu'est-ce qui nous permet de communiquer avec notre cluster qui va passer à travers le master. On a donc notre version ici, là, puis si on regarde, pas directement, là, une des dernières versions, on est correct. On peut regarder ici le cluster info qui nous dit que c'est en train de rouler à 172.17.0.68. Donc ça ici, en fait, c'est l'adresse de la machine virtuelle qui est en train de rouler à cause de Minikube. Donc, si on regarde les différents nodes, on a un seul node, c'est Minikube. Okay. Puis, en ce moment, on peut voir que le Minikube roule en même temps le node et roule en même temps l'application de master. OK? Donc, c'est le principe, c'est que s'il y a des décisions à prendre, c'est sur cette machine virtuelle-là que ça va rouler. En ce moment, en tant que comme ma machine locale, moi, je fais juste envoyer des commandes au master, puis le master va les dispatcher aux différents nodes. Là, il y en a juste un, là, fait que la communication va se faire de manière très facile. Mais encore une fois, on pense toujours que c'est fait pour être sur des super larges clusters dans le besoin. Excellent. Fait qu'on est juste capable de partir ça. Si ton image, mettons, est à l'interne dans ton ordinateur local, mettons, elle a mis My Super Duper App. Genre là, tu vas faire create deployment Kubernetes, My Super Duper App, image, My Super on Duper a App. encore le même principe de notre cluster. On a le master qui est une application spéciale qui permet de dispatcher les informations aux différents nodes. On a les différents nodes qui sont habituellement des unités physiques qui sont capables de faire de l'exécution. Et à l'intérieur des différents nodes, on va avoir ici un container qui va devoir être exécuté. On avait vu tantôt que le container lui-même, qui va être à l'intérieur de ce qu'on appelle un pod, puis ce pod-là va être géré par ce qu'on appelle un déploiement. Donc, le principe, c'est que moi, de mon ordinateur, mettons, je suis dans mon ordinateur local ici, là, à droite, là, je vais envoyer une commande au master, dire « Hey, crée un nouveau déploiement ». Là, le master va dire « Ok, ben dans ce déploiement-là, j'ai besoin d'une affaire qui roule un container. » Fait que lui, il va dire à mon node « Hey, pars un container avec telle image. » OK, on s'assure que tout est beau, le déploiement va être géré, puis je vais dire « Ok, c'est correct, c'est fait. » Donc, tout ça se fait par l'intermédiaire de notre commande kubectl, kube control. Donc, que nous, on roule sur notre ordinateur local, qu'on communique avec le master, puis c'est le master après ça qui dispatche les tâches. Fait que, on regarde ça. À quoi ça ressemble. Donc, encore une fois, même principe, on avait les versions. On va y laisser le temps de partir. Allez, mon gars, t'es capable.
Ben, Ansible va pouvoir s'intégrer dans différents développements, OK, ou différentes parties. OK, ça ne vient pas remplacer. Ça va venir comme s'ajouter pour, admettons, quand tu vas créer tes Dockerfiles, ben, les Dockerfiles vont pouvoir commencer à utiliser Docker. Ou sinon, si, admettons, tu es en train de déployer des nouveaux serveurs, puis les nouveaux serveurs, il faut que ça devienne des nodes, ben, quelque part, il faut que tu aies un script de déploiement pour que cette partie-là. Fait que là, un script Ansible pourrait juste créer la partie où c'est que ça va devenir des nodes. Fait que Ansible va venir comme s'intégrer aux différentes étapes de qu'est-ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce que tu veux dire par en amont? Je suis pas certain. ouais, c'est ça, là. Faut qu'Ansible soit installé quelque part, là, sinon ça fera pas grand-chose. Ok, on a notre version, ça va bien. On a notre node, on a le minikube. Ok. On est prête. Si on refait ça, il va-tu être ready? Parfait. Donc, on voit ici, on a un minikube, il est ready. On peut voir, j'ai fait comme trop vite, là, il était pas ready au début, parce qu'il fallait comme qu'il set up son réseau interne, puis plein de petites affaires. Fait que là, on veut faire comme tantôt, déployer juste un container. Donc, on veut créer un déploiement qui va s'appeler Kubernetes Bootcamp. On choisit l'image spécifique. Puis, on peut voir que le déploiement s'est fait. Si on regarde le déploiement, on l'a pas fait... on l'a fait trop lentement. Il a déjà été prêt. Donc, on peut voir ici le principe. J'ai la commande qui crée le déploiement. Hein, donc ça parle à mon master. Puis le master reçoit, OK, ben il faut que je crée un déploiement. Fait qu'il va falloir que je commence à déployer des tâches. Puis que les nodes commencent à rouler différentes pods. Puis une fois qu'on regarde ici, on peut voir que ça s'est complété. On était bon. Oui, Frédéric. Mm-hmm. Ouais. On voit quelque chose qui bloque les travails. Pas vraiment. Ici, la problématique, c'est que tu ne peux pas facilement déployer des images locales. Pourquoi? Parce que c'est pas ton ordi qui roule l'image. Hein? C'est le node qui va rouler l'image. Fait que ton image va falloir qu'elle soit disponible quelque part qui est possible à aller trouver ces images-là. Donc, avec Minikube, c'est possible de comme gérer des images locales, là, mais dans la technologie fondamentale de Kubernetes, tu es supposé toujours aller chercher l'image d'un repository externe. Hein, parce que le principe, c'est que moi, j'envoie une commande, la commande s'en va au master, le master envoie la commande à un node, puis là, c'est lui qui va commencer à travailler puis aller chercher des informations. Ou un repo personnel, ou, tu sais, si on regardait aussi sur Azure puis AWS, un autre des services qui était offert, c'était des container repositories. Hein? Fait que si tu veux que ce soit quelque chose de privé, tu peux utiliser de l'info nuagique ou tu peux en créer localement aussi, là, mais des container repositories qui vont pouvoir être utilisés par Kubernetes. Est-ce que ça répond à ta question? Exactement, exactement. Alright. Ok, ça c'est bon. Fait qu'on a le deployment qui est fait. Alors, on a vu que ça marchait. Là, pour être capable de voir que c'est fonctionnel, ce qu'on peut faire, c'est exécuter une commande à l'intérieur du conteneur. Excuse-moi, c'est pas ça que je veux faire. Ce qu'on veut faire en ce moment, c'est ouvrir ce qu'on appelle un proxy à notre réseau privé.
Donc, on s'est dit que dans Kubernetes, on avait le déploiement. Le déploiement s'est fait, un pod. Puis le pod, par défaut, était sur un réseau privé à l'intérieur pour être capable de travailler de manière réseautique. On avait vu qu'on pouvait exposer le port, mais on peut aussi juste ouvrir une porte sur le côté qui est un proxy pour qu'il soit capable de communiquer avec le réseau interne. Fait que on peut ici partir un proxy. Ici, on peut voir que je l'ai parti dans un deuxième tab. Donc, le principe ici, c'est que j'ai maintenant sur mon ordinateur local, si je m'en vais à 127.0.0.1, 2.8001, c'est un proxy qui va aller parler à ce déploiement-là, ce pod-là en particulier. Fait que si j'essaie d'aller regarder sur mon localhost, le 8001, ben, je peux voir ici que ce proxy-là, c'est un proxy pour travailler avec le node directement. Donc ici, là, on n'est pas directement en train de travailler avec le pod. OK, ici, une petite explication de cette commande-là. Là. Il n'y a pas rien de spécial dans cette commande-là. Il y a un echo, avec du texte qui se met en vert, mais c'est du texte. Là, c'est juste pour afficher cette partie-là. La vraie commande, c'est juste kubectl proxy. Donc, je sais pas si c'est peut-être pas évident. Là. Je suis comme trop habitué de lire des commandes fancy, là, puis de voir la partie pertinente. Là. bien pointé, Frédéric. Là. La seule commande qu'on a faite, là, c'est kubectl proxy en ce moment. Donc ça, ce que ça fait, c'est que ça part un proxy vers notre node. Vers comme notre environnement de Kubernetes. Fait que là, ça fait en sorte que je peux travailler, puis envoyer des commandes sur un API REST. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que ça veut dire un API REST? Y a-tu quelqu'un qui sait c'est quoi un API? Ça sert à quoi? Ben ici, le principe d'interface, c'est effectivement qu'est-ce qui est important. Donc, un API, dans sa forme générale, son but, c'est d'être une interface pour être capable de travailler avec un programme ou une application quelconque. Donc, c'est une manière de communiquer avec un programme qui est habituellement hermétique, d'une manière quelconque, puis d'avoir une communication possible qui est programmable. Donc, un API, c'est une manière de communiquer avec un programme. Donc, habituellement, l'API, c'est quelque chose que le développeur va construire pour que quelqu'un puisse interagir avec lui de l'extérieur. Donc, c'est ça le but des API, c'est d'être capable de dire, toi qui n'as pas accès directement au programme, je veux que tu sois capable de communiquer avec moi des informations, puis je vais être capable de te communiquer des informations. On va se créer comme un langage entre nous deux, qui va être l'API, qui va être capable de travailler avec. Fait que dans le monde du web, la majorité des communications se fait par HTTP. Donc, si je vous parle d'HTTP, puis je vous demande, admettons, les différentes méthodes HTTP, est-ce que c'est quelque chose qui est legit? C'est quoi les méthodes HTTP? Ça dit rien. OK. Donc, quand on est rendu dans notre couche applicative, c'est fuck la couche 2, fuck la couche 3, là, on est rendu à la couche 5. OK? Donc, dans les... en fait, la couche 4 de transport. Dans les méthodes de communication, donc tu as le protocole HTTP, puis dans le protocole HTTP, tu as différentes méthodes possibles. Donc, il y a 4-5 méthodes qui sont importantes, là, comme quand tu t'en vas chercher une page web, c'est le get. Tu t'en vas chercher l'information. Quand tu es dans un formulaire et tu cliques genre sur Submit, ça c'est un post. Tu envoies de l'information au serveur pour que lui puisse l'utiliser. Donc, dépendamment de où c'est que tu tapes dans ton adresse,
on va voir ici qu'on a ici, bon, cette adresse-là, puis ça fait un get sur cette route-là spécifique. Hein? Fait que c'est pour ça que si je change l'adresse, ça fait un autre type de get, puis ça va être une autre information qui va être envoyée. Si en passant, tu veux les voir, tu peux aller dans l'inspection des éléments, là, si on s'en va dans la partie réseau. Je peux-tu les voir? Ouais, on va comme y aller à une autre place pour être capable de les voir plus facilement. Mettons que je m'en vais... Hein? Attends, ici. OK. Donc, quand je suis sur cette page-là, j'ai rafraîchi la page, je peux voir, il y a eu des gets pour différentes affaires, puis il y a... donc, je veux avoir le get de cette affaire-là, puis il y a comme une réponse qui vient avec, okay, avec des informations et le contenu de la page, okay, qui me permet d'afficher. Quand j'ai différentes informations que je pourrais envoyer, ça serait un post, okay, puis il y a des delete, il y a des put, il y a plein de types de méthodes. Mais le principe, c'est que si je change l'adresse, hein, donc en ce moment, je fais un get, mais à cette affaire-là, ben, ça va être une autre réponse qui va être envoyée avec d'autres informations. Le principe, c'est qu'on peut utiliser les adresses, okay, pour être capable de se créer un API. Donc, REST API example. Je veux ça. C'est ça que je veux? Non, c'est pas ça que je veux. Donc, on s'ajoute un petit peu de fun ici. Tu me le donnes-tu? Ouais, les... tu me donnes-tu des erreurs? Je veux être capable de l'écrire. Tu me donnes... Tu me permets-tu de... Non. Non. Je sais que j'en ai un que j'aime bien habituellement en plus. Ça se peut-tu que tu es très bas, Frédéric, dans ton micro? On t'entend de loin. Non, non, tu veux uBlock Origin. Ok, AdBlock, c'est... ça a été vendu, puis ça laisse passer plus de ads que... C'est uBlock Origin, it's the only one you want. Non, mais Google les paye, je pense, pour que leurs affaires passent. Que ça soit gentil de même. J'ai pas d'exemple facile. Attends, on va aller ici, mettons. Donne-moi un exemple. Tiens. Comme ça. Peux-tu me donner quelque chose de plus intéressant que celui-là? Attends. Chose de même? Ouais, ok. Fait que le principe d'un API REST, c'est d'avoir dans le nom de qu'est-ce qu'on est en train d'aller chercher, que ça va chercher des informations spécifiques. Donc ici, le principe, c'est leur site, okay, d'API est fait pour juste, en utilisant le nom de l'adresse, d'être capable d'aller chercher des informations. Fait que si on peut voir ici, j'ai, okay, en fait... puis si on le met en raw, là, okay, là, c'est juste du texte, qu'après ça, comme des applications peuvent gérer. Mais le principe, c'est qu'en écrivant quelque chose, okay, si je
je m'en vais en chercher une spécifique. Non, ça, le repo, c'est pas intéressant. Mais s'il y en a une spécifique, je peux aller chercher. Attends, avec le ID, mettons. Ça devrait-tu marcher? Non. Faudrait que j'aille voir comment l'API marche. Là. Je suis en train d'essayer de faire des choses un peu willy-nilly. Mais on a les informations, okay, à l'intérieur de tout ce qu'on peut avoir. Fait que Kubernetes, en fait, c'est comme ça que ça marche. Avec ce genre d'API-là. Fait que quand toi, tu tapes des commandes dans kubectl, ce que lui va faire, c'est qu'il va interpréter ta commande, il va la convertir en adresse de même, puis il va l'envoyer au master. Puis la réponse qui va être retournée, il va la regarder, puis il va te fournir l'information pour te dire qu'est-ce qui se passe. Fait que le principe ici, c'est que qu'est-ce qu'on a créé ici, quand on a créé le proxy, c'est qu'on a créé une porte d'entrée pour jaser avec l'API directement. Fait qu'à partir de là, je peux aller à cette adresse-là, à ce port-là, puis je peux commencer à avoir des adresses ici qui vont me dire des informations différentes. Fait que je peux voir ici qu'en curl, ça me permet juste d'aller chercher une adresse web quelconque, là, puis juste de m'afficher le contenu de qu'est-ce qui est téléchargé. Donc, on a regardé la version, puis on a directement la version de Kubernetes qui est en train de rouler à cette place-là. Fait que là, ici, pour CD, on va regarder ici, si je fais kubectl get pods, on se souvient, on a un déploiement en ce moment-là. Je suis pas capable d'écrire deployments. Oui, parce que j'ai l'écrit en français. Il n'y a pas de E. Hein? On a un Kubernetes Bootcamp qui a en ce moment un pod qui roule sur un qui devrait rouler. Puis, quand on a regardé les différents pods, on peut voir que ça, c'est le nom du pod que je veux travailler avec. Là, pour CD, hein, puis ne pas avoir à toujours écrire ce nom-là au complet, parce que là, on va commencer à travailler avec ce nom-là. On va utiliser ici une variable de bash. OK? Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va exporter quelque chose qui s'appelle podname. Hein? Puis, on va utiliser la commande getPods, puis on va trouver c'est quoi le nom. Donc, on va, en gros, je viens de faire un copier-coller de ça dans podname. Fait que maintenant, si j'écris podname, c'est ce nom-là qui apparaît à la place. OK, donc commande fancy, juste pour faire un copier-coller. On est en bash. OK, c'est pour ça que ça existe. Là, on va pouvoir utiliser ce nom-là pour travailler avec notre API, hein, qui va nous permettre d'aller chercher des informations directement. Donc là, le principe, encore une fois, c'est que je veux communiquer avec mon pod, mais je ne veux pas tout de suite l'exposer. Je veux juste avoir à travailler avec de l'intérieur. Fait que ça, c'est pas mal que ce qu'on a tout dit tantôt. On va regarder aujourd'hui aussi comment aller voir les informations qui se passent à l'intérieur de un pod spécifique. On prépare notre gentil environnement. Puis en fait, je pense que c'est un bon moment aussi de prendre une deuxième pause. Fait qu'on se donne un autre petit 10 minutes. En même temps, ça va laisser le temps de... Fait qu'on va commencer à regarder l'application qu'on a créée. Hein. Donc, ici, ça repart en fait la même application qu'on avait créée la dernière fois. On peut commencer à utiliser les outils de description. Donc, il y a le describe dans kubectl qui va me permettre de... c'est comme le show running config, là. OK? Donc, avec le describe pods, on est capable de voir toutes les informations pertinentes du pod courant. Fait qu'on peut voir ici, c'est sur quel node c'est en train de rouler, quand est-ce que ça l'a parti,
OK, c'est quoi ces différentes configurations. On peut voir c'est quoi son statut courant, son IP courant. On peut voir c'est qui est en train de le contrôler, hein, parce que le pod fait partie d'un déploiement. Puis on va voir ici que ça marche à l'intérieur d'un replica set. On va voir plus tard qu'est-ce que ça implique. On a le container ID, hein, parce qu'en ce moment, on est en train de travailler avec Docker, fait qu'on peut voir que ça se passe, ça travaille avec une image quelconque, on peut même voir l'image a été téléchargée, OK, c'était quoi le nom interne de cette image-là. On peut voir qu'en ce moment, on a le port 8080 qui est ouvert et disponible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? C'est pas mal ça qui se passe. On a ici les différents événements. On peut voir ici que les containers étaient partis, puis après ça, c'est dans l'autre sens. On peut voir que ça a été assigné. On a téléchargé l'image. On a parti l'image. Ben, on a créé le container. On a parti le container. Puis ça, c'est le pod qui est en train de rouler en ce moment. Parfait. Donc, comme tantôt, on va faire la même affaire avec le proxy, là, parce qu'à chaque fois que je change de module, ça change de page. Là. Fait que on va rouler encore une fois un proxy externe. Donc ça va me permettre d'envoyer des commandes pour être capable d'aller voir le contenu à l'interne de mon élément, hein, puis d'être capable de travailler avec. Donc encore une fois, pour ne pas avoir à écrire Kubernetes Bootcamp-765 F4 blablabla, on va ici avoir un petit script qui va juste copier ça dans le nom podname. Puis à partir de là, on peut commencer à aller chercher les informations avec celui-là. Donc là, ici, on peut voir, j'ai été dans localhost. OK, on peut voir, oups, je ne vais pas cliquer dessus. J'ai été dans l'API. On voit ici que là, il y a comme plein d'informations. Là, ici, il faudra aller voir dans la documentation de cette API-là, c'est quoi les différents noms. Okay? Donc, on peut voir ici, c'est dans le namespace qui s'appelle défaut. Donc, il y a des namespaces pour comme gérer différents éléments du cluster en même temps. Il y en a un qui est automatiquement créé qui s'appelle défaut. Si on ne change rien, c'est tout le temps là-dedans que les choses se passent. On peut voir que dans ce namespace-là, il y a différents pods. Puis, dans les différents pods, là, nous autres, on rajoute le nom. Donc, où c'est que j'ai marqué podname en ce moment? C'est comme si j'avais marqué Kubernetes-bootcamp-765BF4C7 blablabla. Puis, après ça, il y a le /proxy qui va me permettre d'aller regarder à l'intérieur de ce pod-là sans avoir à comme percer les autres affaires. Fait qu'on peut voir ici que quand je vais voir à l'adresse du serveur qui est géré par ce pod-là, à notre image, son but, c'est juste de dire « Hello Kubernetes Bootcamp », puis ça dit le nom du pod. OK. Si on regarde les logs de celui-là, donc le kubectl logs, c'est l'office de Docker Logs. Donc, on avait vu qu'on peut aller voir les différentes informations qui viennent à l'intérieur. Encore une fois, à la place de podname, j'aurais très bien pu écrire Kubernetes Bootcamp-765BF4 $. Hein, mais ici, on s'est créé une variable intermédiaire pour se faciliter la vie. Puis, on peut voir ici qu'on a les logs de celui-là qui existent. Si je refais un autre appel de curl, puis je regarde les logs de nouveau, je peux voir qu'on a ici un nouveau élément dans le log. Donc, le log va juste comptabiliser tout le monde qui a été voir la page pour être capable de savoir il y a eu combien de personnes, puis à quel moment ça a été demandé. Fait que c'est juste ici, on est en train d'explorer notre application. Hein, donc, notre application qui est une image qui s'appelle Kubernetes Bootcamp. Ça semble être juste un serveur web qui va recevoir des requêtes puis qui fait juste les loguer puis te retourner l'information. Parfait. On est aussi capable d'exécuter des commandes dans le container. Hein? Donc, même principe, si on avait le Docker exec qui me permettait d'exécuter des commandes, on peut exécuter les mêmes genres de commandes avec le kubectl exec à la place du Docker exec avec le nom du pod, puis ensuite la commande. Fait que si, mettons, je veux voir les variables d'environnement, hein, ici, on a une première commande, kubectl exec,
pod name. Encore une fois, ça remplace d'avoir à taper Kubernetes Bootcamp, blablabla. C'est juste un raccourci. Puis, on a la commande env, qui est la commande de Linux qui démontre les variables d'environnement. Si je veux avoir un environnement interactif, admettons pour un invite de commande, hein, je peux faire la même chose que je faisais sur Docker, où c'est que j'ai exec, où c'est que je mets un terminal pseudo-TTY interactif, donc avec l'option -TI, puis je peux invoquer le bash. Fait que là, à partir de là, je peux voir que je suis rendu maintenant à l'intérieur de mon pod avec un environnement de bash. Fait qu'à partir de là, je peux commencer à regarder. Ici, je regarde, mettons, à l'intérieur. Là, ici, je suis en train de regarder qu'est-ce qui se passe dans mon slash. Là, je peux voir que j'ai un serveur.js qui est là. Je peux voir ici qu'il y a du code à l'intérieur. Donc, ça, c'est l'application. Je sais pas ce qui se passe avec ça. Puis, à ce moment-là, je peux aussi faire une requête à mon localhost, hein, parce que je suis en ce moment dans un bash qui est en train de s'exécuter sur le localhost. Puis je peux voir ici que ça me donne les mêmes informations. Fait que quand je veux sortir de là, je peux tout simplement arrêter mon exécution de bash avec le exit. Ça me retourne dans mon environnement local, okay, qui est en ce moment dans mon espèce de prompt ici, là. Donc l'environnement local qui n'est plus dans le pod. Fait qu'on a pu voir que quand j'ai le pod qui s'exécute, même si par défaut les informations ne sont pas sorties du réseau, hein, on peut quand même aller voir le contenu du conteneur. Okay, on peut aller voir les logs du conteneur, on peut exécuter des différentes instructions du conteneur à travers le pod, hein, du même nom. Puis on peut même utiliser un proxy pour commencer à aller voir à travers différentes autres actions qu'est-ce qui est possible. Parfait. Leave page. Fait que là, on va revoir comment utiliser ce qu'on appelle le service. Donc, le service, c'est une manière de gérer les interactions avec notre pod. Habituellement, ça va se faire à travers une interface réseautique où c'est que tu exposes des ports puis tu connectes les ports pour que tout fonctionne entre eux autres. Quand on travaille avec les services, il va falloir spécifier comment est-ce que ça va fonctionner la réseautique derrière. Donc, on peut aller avec le type, okay? Puis là, il y a différents choix. Hein? Tantôt, dans le premier exemple, on avait le load balancer qui crée un équilibreur de charge qui va automatiquement comme avoir un point fixe que lui va distribuer derrière. On peut avoir ici le cluster IP qui est le défaut qui va exposer le service directement sur l'IP. Okay? Donc, par défaut, c'est des choses qui vont juste faire que ça marche à l'intérieur parce que ça ne l'expose pas à l'extérieur du cluster de Kubernetes. On a le node port qui est plus qu'est-ce que nous on reconnaît avec Docker, là, où c'est que tu vas avoir ici un service qui va être spécifique, okay, puis qui va utiliser le NAT pour être capable de faire du Network Address Traversal avec. Puis après ça, on a le external name qui permet d'utiliser un CNAME record directement avec. Nous autres, pour l'instant, on va majoritairement utiliser le load balancer, là, qui va être le plus simple. Ça fait en sorte qu'il y a une adresse IP qui va être présentée, puis à partir de là, tu vas pouvoir avoir le contrôle derrière sur ce qui se passe entre les différents pods. Fait qu'on a le principe de service, hein, qui va être capable d'englober possiblement plusieurs pods en même temps. Puis ici, un principe qui est important, c'est de comprendre que chacun des pods, okay, donc chacun des pods, c'est les petits carrés mauves, ils ont toujours chacun leur propre IP. Okay? Puis à partir de là, le service va pouvoir englober plusieurs pods ensemble.
okay, qui vont pouvoir donc communiquer entre eux autres sur comme un sous-réseau privé. Si on a différents déploiements, hein, entre les déploiements, habituellement, il va y avoir des services qui ne seront donc pas communs, puis qui vont être isolés une l'un machine, de l'autre. mettons un OS, là, une VM ou un mettons, Donc, peut avoir plusieurs images qui vont en même temps, mais est-ce que chaque image les peut faire différents un cluster nodes, différent? chacun des nodes a une adresse IP, ils peuvent être regroupés ensemble à l'intérieur d'un service, puis à partir de là, on peut faire en sorte que le service soit atteignable de l'extérieur ou le garder comme on a besoin. On est aussi capable de rajouter des étiquettes, okay, ce qu'on appelle les labels, sur différents éléments de notre architecture Kubernetes. Donc, on peut avoir ici un label, okay, où c'est que c'est toujours une clé puis une valeur. Fait que le nom du label, puis comme la valeur que tu as pour ce label-là. Fait que ici, on a l'exemple, c'est qu'on a le app label qui a la valeur B, puis on a le app label qui a la valeur A pour mon autre élément. Donc les labels, les étiquettes, c'est quelque chose qui n'a rien de purement fonctionnel qui vient avec. C'est purement pour de la lisibilité, pour de l'administration, pour être capable de dire, ben, delete tout ce qui a rapport au app B ou dis-moi c'est quoi les pods qu'il y a dans app B en ce moment, ou fait que c'est un niveau humain, là. Où c'est qu'on commence à travailler avec les différents labels. Fait qu'on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser ça ensemble. Sinon, c'est vraiment pas comme c'est une compagnie gigantesque où tu as plusieurs clusters, un comme par continent, puis... Ça a-tu pas pire pour l'instant, la matière? Est-ce que ça a l'air facile? Est-ce que c'est ça rentre à moitié? Est-ce que votre cerveau surchauffe? Ça se passe comment dans vos têtes, là? Est-ce que vous êtes tous endormis? Puis il faut que je vous donne des affaires plus concrètes. Hello? Mm-hmm. Ouais. Ben ça, le principe d'orchestration, c'est comme... Tu deviens comme un niveau décalé, là, tu sais, là, fait que... Puis c'est de ragencer tous ces différents mots-là, tu sais, comme, mettons, Frédéric dit, bon, pod, c'est... Dans ta tête, là, tu peux le mettre synonyme à conteneur. Tu sais, comme... Fait que quand on parle de pod, c'est un affaire qui roule, ok, qui peut crasher, puis qu'il y a habituellement une application qui roule dedans, tu sais. Ouais, ben ça, moi aussi, je pense que ça devient un peu lourd. Je pense qu'après celui-là, on va se transformer en question-réponse de DB pour se laisser un peu le temps de comme et respirer, là. Fait qu'on va juste regarder comment comment exposer les choses, puis on va garder le scaling puis l'update qui sont en fait comme les nouveaux features pour la prochaine fois. Là, ici, on est en train de revoir en fait tout ce qu'on a fait avec Docker. Hein? On est en train de le refaire avec Kubernetes avec juste un paquet de nouveaux langages. Mais il n'y a rien de nouveau qu'on est en train de faire. Là, on a juste fait rouler un conteneur. Il n'y a pas rien de fancy ici. Fait qu'on a ici notre pod qui est en train de rouler, hein, dans notre déploiement qu'on a fait tantôt. Puis en ce moment, on a un seul service qui existe, qui est le service par défaut qui me permet de communiquer avec mon cluster. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner un nouveau service. Donc, si on regarde ici, on a le kubectl expose qui dit va dans Kubernetes Bootcamp. Donc ici, j'ai marqué deployment / Kubernetes Bootcamp pour être bien certain que c'était le bon élément qui était sélectionné. Puis, on lui a donné le node port où c'est qu'on lui dit votant sur le port 8080. Fait que là, ici, si on regarde, puis on fait une liste des différents services, je peux voir ici que j'ai l'adresse, okay, du cluster IP, puis j'ai
le port 8080 qui a été automatiquement mappé sur le port 30353. Si on regarde, encore une fois, on a la possibilité d'aller chercher des informations additionnelles avec le describe. Donc, si je prends ce service-là, puis je le décris, ça va me donner les différentes informations. Donc, on peut voir ici, bon, c'est le Kubernetes Bootcamp, ça va de l'IP, c'est sur le port 8080, puis je peux voir que le port du node, le port de mon cluster, c'est le 30353. Fait que ici, encore une fois, pour se faciliter la vie, à la place d'avoir à écrire ce numéro-là à différents endroits, on va se le mettre dans une variable de bash. Donc, on a quelque chose qui s'appelle le node port, qu'on va prendre le 30353. Donc, encore une fois, c'est juste pas pour avoir à ne pas l'écrire de manière manuelle à chaque fois. Fait que, à ce point-ci, on va être capable de communiquer avec mon node à ce port-là, puis lui va être capable d'aller parler au container qui est à l'intérieur. Fait que je peux voir ici, là pour aller chercher l'IP de mon node, j'utilise la commande de minikube pour me donner mon IP, puis je vais sur le port spécifique, puis je peux voir que j'ai eu un accès à le déploiement au pod que j'ai fait. Puis je peux refaire ça autant de fois que je veux, puis ça va le faire fonctionner. On peut voir ici aussi que par défaut, en ce moment, là, on a déjà rajouté des labels. Fait que ici, si on fait un describe deployment, donc encore une fois, le describe, c'est comme pour aller chercher toutes les informations possibles. Hein? On a ici les différents labels qui sont disponibles. Puis on peut voir qu'on a le label Run Kubernetes Bootcamp. Fait que ça, c'est quelque chose qui a été appliqué durant le déploiement. On peut donc l'utiliser. Donc, quand je fais, mettons, un Kubernetes Get Pods, je peux dire, donne-moi seulement ceux qui ont le label Kubernetes Bootcamp. Fait que lui, il va juste me donner ceux qui ont ce label-là. Même principe pour les services. Ça va être les services qui ont rapport avec ce label-là. Donc, le principe de label ici, c'est toujours pour mettre des étiquettes, mettre des identificateurs que tu peux facilement aller rechercher dans d'autres commandes. On va se remettre notre petite pod name là, pour être capable de chercher ça. Fait que on peut aller rajouter des étiquettes au besoin. Donc en ce moment, on a juste l'étiquette Run Kubernetes Bootcamp. Ben, je peux dire rajoute le label app v1 à notre pod qui s'appelle podname. Si on retourne voir la description de ce pod-là, maintenant on peut voir dans les labels, je peux voir que j'ai le run de tantôt qui est encore là, puis je peux voir que le app v1 que j'ai rajouté ici avec ma commande label a été appliqué. Puis maintenant, si je réutilise ma commande, puis je demande c'est quoi les apps v1, je peux voir que c'est ce pod-là. Donc, le principe ici, c'est qu'on vient d'appliquer un label sur un des pods qui va être la version 1 du pod. Puis, on va être capable, dans les autres tutoriels, de dire, ben voici une version 2, puis je veux que ça remplace la version 1, puis je veux que ça se fasse de manière seamless pour ne pas avoir de problématiques. On peut aussi utiliser les labels quand on veut déliter les choses. Fait que, mettons qu'on shut down notre service, je peux dire enlève le service qui a le label Run Kubernetes Bootcamp. Puis à partir de là, je peux voir que le service a été délité. Je peux même réessayer de refaire mon curl de tantôt. Je peux voir que ça ne marche plus. Le port n'est plus ouvert. Ça a été détruit automatiquement. Je peux voir par exemple que l'application n'est pas fermée. Là, donc on a juste fermé la connexion. On n'a pas fermé le pod lui-même. Je peux quand même le faire avec un exec, là, voir le contenu de lui-même qui est en train de rouler. C'est encore en train de rouler. C'est juste que j'y ai plus accès directement.
Fait que ça fait le tour, juste un premier aperçu de Kubernetes, juste le principe de, on refait qu'est-ce qu'on est en train de, qu'est-ce qu'on a fait avec Docker, mais on le fait d'un point de vue d'orchestration, ok? Donc, on veut avoir le moins d'accès, on va avoir le moins d'accès direct possible à nos conteneurs. Donc, on va passer à travers un master que lui va être capable de dispatcher les différentes actions qui vont travailler sur les nodes. Les nodes vont partir des pods, puis les pods à l'intérieur vont avoir des conteneurs qui vont être capables d'exécuter nos différentes images de Docker qu'on avait la dernière fois. On a vu qu'on peut travailler avec les services pour être capable de dire, ces pods-là, travaillent ensemble sur le même service, puis ont besoin d'être accessibles à travers tel IP ou tel port pour être capable de travailler avec. Puis, on va voir la semaine prochaine, donc, comment est-ce qu'on peut travailler sur l'évolutivité des différents pods, puis aussi les mises à jour des pods. Oui, Michael. Oui, mais le principe, c'est que tu vas avoir une application qui s'appelle Kubelet, qui roule, puis cette application-là va se connecter à un cluster. Si tu veux avoir comme la capacité de comme rouler sur 2 clusters différents, il va falloir que tu aies une deuxième application Kubelet qui se connecte à un autre cluster. Mais à partir de là, c'est comme c'est pas un problème, là. Fait que tu peux avoir... mais c'est pas des choses qui arrivent habituellement, parce que habituellement, le cluster, ça va être quelque chose... Puis les nodes qu'il y a à l'intérieur du cluster, c'est comme ton royaume administratif, habituellement. Tu sais, à l'intérieur du cluster, il y a d'autres manières de fragmenter ça avec les namespaces. OK? Fait que d'avoir un ordi qui roule sur 2 clusters différents, ça serait de dire qu'il y a comme 2 administrateurs qui ne se connaissent pas puis qui n'ont pas des droits entre eux autres qu'il faut qu'ils aient accès à la même machine. T'sais. Ce qui est weird. Mm-hmm. 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 Ici, on va voir quand on va travailler avec les principes de Ripple Closet que c'est tu peux le faire, mais pas avec différents clusters. Okay? Fait que ça va être avec les différents namespaces que tu vas pouvoir assigner différents nodes à différents namespaces, puis qui vont pouvoir comme travailler, mais tout à l'intérieur du même cluster, qui vont être tous orchestrés par le même master. Fait que cette distinction-là se fait, mais avec les namespaces, pas avec différents clusters. C'est ça le principe, là. Exact, là. Non, c'est ça, là. Le cluster, en gros, c'est ton royaume administratif, là. À partir de là, tu peux tout faire à partir de ton cluster. Un seul. Ouais, c'est ça. Ça serait le genre de choses que je verrais, là. Faudrait que tu aies une grosse distinction pour dire que c'est pas juste un méga cluster qui est comme mieux, bien géré, là. Cool. Fait que ça fait notre petite première introduction à Kubernetes. On va revenir là-dessus. On va aussi se faire une couple d'autres commandes.